Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bon, ça a l'air qu'à McGill, c'est pas suffisant de planter des tentes devant l'université sur le campus. Il faut maintenant qu'ils se barricadent dans un bâtiment. Dis-nous ce qui s'est passé, là. Ben, c'est ce que je m'explique bien mal. D'abord, ce qui s'est passé, c'est que hier, à l'université de McGill, après que des étudiants et des manifestants aient décidé de tenir siège au pavillon principal de l'université anglophone située dans l'ouest de l'île, ont été rejoints par des étudiants de l'UQAM. Et ça a mobilisé beaucoup de policiers, puis ça a débouché dans une intervention policière, cette affaire-là. Alors, des étudiants pro-palestiniens qui ne voulaient pas quitter l'enceinte principale, les policiers qui arrivent à l'université pour pouvoir escorter les gens qui étaient à l'intérieur, à l'extérieur, en toute sécurité. Puis là, la situation semble s'être énormément dégradée. Notre journaliste à TVA Nouvelles, Kevin Crane, a été témoin là, de manœuvres de dispersion impliquant du capsicum. Capsicum, c'est du poivre de Cayenne, là, lancé par les policiers. Les étudiants pro-palestiniens voulaient pas trop répondre à notre collègue Kevin, ont finalement dit que les policiers ont été violents, puis qu'eux faisaient ça de façon pacifique. Il voulait protéger le bâtiment parce que, disait-il, on est en train de protester contre le génocide qui a lieu en ce moment, puis aussi l'intensification des frappes sur Rafah. Et donc, des casseurs se sont mêlés à ce party-là. Et puis, finalement, ben là, il y a eu des gestes de vandalisme et puis des confrontations entre les policiers. Il y a eu 15 manifestants d'arrêtés. Il y a eu des méfaits qui ont été commis, des introductions par effraction et des accusations d'entrave au travail des policiers, entre autres, qui seront déposées. Et dans l'introduction de ce segment, Richard, t'as résumé la chose en une question. Si la Cour supérieure a donné la permission aux universitaires pro-palestiniens de McGill de garder leur campement, de continuer à manifester, pourquoi était-il nécessaire d'envahir aussi le pavillon principal puis d'y établir un siège? C'est là où je comprends pas. La Cour a balisé ça en disant, écoutez, continuez, on ne voit rien qui fera en sorte qu'on devrait démanteler ce campement-là. L'université a échoué dans ses tentatives, le groupe de gens de confession juive aussi. Alors, je trouve que c'était tout à fait non nécessaire, puis ça s'est terminé avec écoute, des gestes rentrer, se barricader dans un bureau d'une université, t'as vu ça, ils ont essayé d'arracher des portes aussi là, pour avoir accès à d'autres bureaux. Ils ont cassé des vitres de commerce, je sais pas, de bureaux attenants, ils ont fait des graffitis, etc. Ça, c'est leur liberté d'expression. Il faut les laisser s'exprimer, bien sûr. Et en quoi, Félix, en quoi ça l'a aidé, ça a aidé la cause palestinienne? En quoi ça aide les Palestiniens, ça? Sur les faits, le brut, leur liberté d'expression n'était pas brimée parce que le tribunal s'est prononcé. Oui. Puis il leur a dit, vous pouvez continuer à manifester là. Alors, pourquoi, dans le continuum qui les amène là, pourquoi avoir décidé de commettre ce geste-là qui a envenimé la situation? J'ai l'impression qu'ils se sont tirés un peu dans le pied et tout ça là, sans égard à justement le peu d'aide que ça apportera au peuple palestinien. Mais tu le sais, Félix, là, il y a des casseurs, à un moment donné, qui ils disent, là, bon, ils s'appuient sur une cause qui est honorable, soudainement. Mais dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est casser, là. C'est faire du grabuge, là. Ils vont dire c'est contre le capitalisme, ou c'est pour dénoncer la brutalité policière, ou c'est pour la cause palestinienne, ou etc. Mais dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est faire du grabuge, c'est tout. Oui, pour certains, c'est ça. Puis dans chaque manifestation, ils s'en immiscent quelques-uns. Comment tu peux cacher un hélicoptère? Ben, ça a l'air que tu peux démolir ça en hélicoptère puis l'enterrer. C'est Catherine Lamontagne qui nous l'apprend aujourd'hui dans le Journal de Montréal parce qu'elle s'intéresse à la date anniversaire de l'évasion de la prison d'Orsainville par hélicoptère. Il y a eu 2 évasions par hélicoptère au Québec
de prisons québécoises. Il y a eu Saint-Jérôme. Peu après, il y a eu Orsainville. Donc, le 7 juin 2014, à 19h43, Serge Pomerleau, Denis Lefebvre, Yves Denis, qui est incarcéré au centre de détention de Québec qu'on appelle Orsainville, ont vu atterrir un hélicoptère qui avait été nolisé pour eux dans la cour de la prison. Et puis, voilà, poum. Alors, ils disparaissent. On voit juste la queue de l'appareil. C'est tout ce que les gardiens de la prison ont réussi à filmer. Personne n'intervient pour stopper l'évasion à ce moment-là. Ce qu'on sait, c'est que l'hélicoptère, après, s'est posé pas loin de la prison pour être ravitaillé, puis ensuite a volé à très basse altitude jusque dans l'Anaudière, selon les prétentions de la police. Puis après ça, pouf, plus de traces de l'aéronef. Catherine interview Pierre Sanson. Pierre Sanson, c'est le policier qui a mené l'enquête dans ça avec ses collègues. Et ce qu'il nous dit, c'est justement, lui, il croit que cet hélicoptère-là, qui avait été acheté pour 45 000 $ à quelqu'un, repeint en verre, ce que l'on croit, il ne sera jamais retrouvé parce qu'il a été probablement démantelé puis enterré dans le bout de Sainte-Béatrix, dans la Naudière, dit-il. Non, mais attends une minute, là, c'est pas un hélicoptère fait en Lego ou en mécano, là. Ça prend du temps de démanteler un hélicoptère puis l'enterrer. Ben, moi, ce que je me fais facilement que je peux penser qu'il a été, sans dire démantelé, ben, il a été compressé puis il a été réduit là, en petites pièces, là, pas démantelé dans un garage pour garder le morceau pour les mettre sur un autre hélicoptère. Tu sais. Ils l'ont acheté pour 45 000. Là. J'imagine qu'à 45 000 pour un Robinson R-44, on pensait pas réutiliser cet hélicoptère-là, évidemment en raison de l'évasion aussi, pour d'autres fins. Ils ont été arrêtés dans un condo du Vieux-Montréal là, après une des plus importantes là, chasses à l'homme de l'histoire du Québec. Mais pourquoi il y aurait comme enterré, mettons, l'hélicoptère? Pourquoi? Pour pas qu'on les retrouve? Ils étaient déjà partis, là. Ils étaient dans leur chambre, puis ils étaient partis, eux autres. Là. Ben, parce que je si tu n'enterres pas l'hélicoptère, puis si tu retrouves l'hélicoptère, tu retrouves des indices peut-être dans l'hélicoptère, tu retrouves peut-être l'ADN du pilote, tu as un numéro d'identification, tu es capable de tracer un peu cet hélicoptère-là a été acheté où, parce qu'évidemment, c'est Transport Canada qui homologue les appareils, puis on doit avoir un numéro d'identification qui vient de Transport Canada. Donc, tout ça, dans la pure tradition de faire disparaître les indices compromettants. Tu sais qu'en France, il y a un gars qui a déjà mangé un avion. Tu avais entendu parler de ça? Il y a un gars qui mange du métal et il avait mangé un avion complet. Ça y a pris, je pense, 1 ou 2 ans. C'est peut-être lui. Ils ont peut-être fait affaire avec ce gars-là qui a mangé l'hélicoptère. Ça se peut-tu, ça? On verra. Drôle de texte sur Montréal, sur la BBC. C'est quoi ça? Je voulais finir sur une note qui est un peu à côté de ce dont je parle d'habitude, mais j'ai trouvé ça tellement drôle hier. C'est un journaliste indépendant de Montréal qui a relevé un texte de la BBC, donc le média subventionné par l'État britannique, média hyper sérieux, hyper rigoureux, qui se fend d'un texte sur le pilote de Formule 1, Lance Stroll. C'est sur le site Internet de la BBC. Je vous invite à le consulter. C'est une entrevue avec Lance Stroll qui parle de Montréal. Le titre du texte, c'est « F1 driver Lance Stroll's Guide to a Weekend in his hometown Montreal ». Alors là, on apprend dans ça que Montréal, c'est bien spécial, tu comprends, parce que ça parle un français du genre Texas. Il dit, les gens ici, ils parlent un Texas French. Texas French. Et quand il dit qu'est-ce qu'il fait, lui, dans ses week-ends à Montréal, il dit, je vais souvent sur la rue Sherbrooke, qui est une rue piétonnière pendant les festivités. La rue Sherbrooke n'est pas piétonnière du tout, elle n'est pas fermée là, durant le Grand Prix. Ça, c'est une autre affaire. Et lui, il dit, il faut absolument que vous passiez manger un bagel chez Real Bagel. Écoute, Real Bagel. Il faut absolument le prendre plain, dit-il, pour le citer dans le texte. Puis l'autre endroit, tu sais, où les fins gastronomes se retrouvent, il semble, à Montréal, c'est Lester Smoke Meat. Hey, je sais pas, là, mais il y a assez d'affaires à faire Lester à Montréal. Smoke Meat. Mais tu sais, quand même, il y a d'autres choses à faire. Hey, c'est bon, Lester, mais c'est pas, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est pas un guide touristique en disant qu'il faut absolument que tu ailles chez Lester. Là. Peut-être chez Schwartz, mais il y a Lester, c'est 2 smoke meat différents, ça les connaisseurs le sauront. Mais manifestement, selon le journaliste qui nous a signalé ça,
Il n'y a absolument rien, ou aucun journaliste de la BBC qui a vérifié que ce que Lance Stroll disait, ça fitait. Il dit, hey, puis l'expérience, là, to experience Montreal at its best, qui dit, je te cite l'article, on pourrait expérimenter, là, avoir l'expérience là, la plus merveilleuse de Montréal. Ce que Lance Stroll suggère, c'est d'aller voir des concerts de Coldplay puis de Drake au Centre Bell. Ben là, je sais pas, là, mais je pense pas ça tant que ça, Montréal. Là. C'est pas, des amphithéâtres comme ça, il y en a dans toutes les petites villes américaines. Là. Je sais pas en quoi c'est typique de Montréal. Et puis, écoute, il dit, le meilleur quartier où loger à Montréal, tu sais, c'est le Vieux-Montréal. Ben là, le journaliste soulève, c'est à peine un quartier, tu sais, le Vieux-Montréal. C'est un genre de trappe à touristes où c'est un peu trop cher, que tu peux aller sur le plateau, tu peux aller dans le Parc-Ex, tu peux aller dans le Mile. Quand on lit des textes comme ça, on comprend mieux deux choses. Tu sais qu'il y a quelques années, le magazine Time Out de Londres avait dit que la rue Wellington à Verdun était la rue la plus cool au monde. La Well. Oui. La Toune à Verdun était la rue la plus cool au monde. Et récemment, une des rues les plus cool au monde, c'était la rue Saint-Hubert, la Plaza Saint-Hubert. Et une des rues les plus cool au monde, selon un magazine aussi branché. Un texte d'un média français, je ne me rappelle plus du magazine, mais qui décrivait évidemment ça dans le plus pur cliché français, tu sais, le Québécois, après avoir passé tout l'hiver dans le Montréal souterrain, enfin, quand les terrasses ouvrent, sortent du Montréal souterrain, qui est en fait quoi, un enchevêtrement de corridors avec des boutiques cheap puis des food courts. Alors, nous, là, l'hiver, là, écoute, on est dans le Montréal souterrain. Alors, moi, là, j'ai assez hâte quand l'hiver arrive. Dans le Montréal souterrain. On est comme les gens Fermont, on est dans le mur. Là, c'est ça. On vit dans le mur tout l'hiver. Oui. Là, puis après ça, on sort pêcher la truite, bien sûr. Très drôle. Ouais. Merci, Félix. Salut, bon week-end. OK. Bye.